après 129 ans, la première édition des Jeux modernes à Athènes en 1896, que reste-t-il de l'idéal olympique de Coubertin? Concernant l'idéal olympique de Coubertin, il y a tout un système légendaire, toute une mythologie qui a été construite et qui oublie de le replacer dans son époque et dans son milieu. Donc son projet était un projet de paix internationale, c'est-à-dire de paix entre les nations par le sport, et aussi un projet d'éducation des élites de son époque. Son ambition, c'était de fabriquer une nouvelle élite française d'abord, et puis mondiale aussi, essentiellement occidentale en fait, et une élite qui serait d'une certaine manière les chevaliers du XXe siècle, c'est-à-dire des nobles et des bourgeois transformés par le sport, par le fair play, et capables de devenir les nouveaux dirigeants du monde, c'est-à-dire les grands coloniaux, les grands colonisateurs, les dirigeants des grandes entreprises, les grands diplomates, les grands chefs d'État. Pierre de Coubertin n'a jamais imaginé que le sport puisse être ouvert au peuple. Il n'a jamais imaginé que le sport soit fait pour les femmes. Il n'a jamais imaginé que le sport soit ouvert à ce qu'on appelait à l'époque les indigènes, c'est-à-dire les peuples soumis aux empires coloniaux. Donc son projet est un projet extrêmement élitaire. Ce qui est assez incroyable d'une certaine manière, c'est que ce projet extrêmement élitaire, construit sur la base de l'affrontement des nations, parce que là, il y a une sorte d'impasse où l'on veut fabriquer de la paix en faisant s'affronter des nations sur le stade. Ça paraît assez étonnant, mais il reste que le XXe siècle ayant été un siècle de confrontation entre les idéologies, de confrontation entre les grandes puissances impériales, mais aussi autoritaires, et un grand siècle aussi d'éducation des masses, cet idéal, pour ce qui est de la fraternité et de la paix par le sport, a diffusé dans les masses, y compris les populations les plus modestes, le monde ouvrier. Et c'est en même temps un signal de bonne santé des peuples, puisque cet idéal de paix internationale, ils y adhèrent, et de fraternité, ils y adhèrent. Ils adhèrent peut-être moins à la question de l'affrontement ou à la question d'une élite qui serait construite seulement par le sport. Mais voilà, en tout cas, il y a une ambivalence extrêmement importante dans le projet olympique de Coubertin, un très grand succès au XXe siècle jusqu'à nos jours, et probablement un retour démocratique pour les décennies à venir, parce qu'au départ, cette institution, le Comité international olympique, est une institution très conservatrice. Pensez-vous que le mouvement du sport pour tous peut contribuer à démocratiser le CO? Alors, le CIO n'a intégré l'idée d'une éducation sportive pour toutes et tous que depuis une vingtaine d'années, en fait. Ce sont des messages très récents, sous la pression populaire, des organisations de défense des droits et des libertés. C'est comme ça qu'ils ont intégré le référentiel de droits humains. Ils ont montré un intérêt pour l'environnement, même si les jeux produisent des tonnes de carbone. On pourrait considérer que ce sont uniquement des façades, en fait, et que la réalité est loin d'être celle-là. Si on prend juste le cas des athlètes, et ce sera l'objet de mon prochain article pour le journal Le Monde, les athlètes olympiques ne sont pas des demi-citoyens. On a encore affaire à une institution qui bâillonne les athlètes. C'est-à-dire que les athlètes ne sont pas des citoyens comme les autres. Ils ne peuvent pas s'exprimer comme ils le souhaitent. Ils sont contraints. Il y a des lieux et des moments où ils n'ont pas le droit d'exprimer leur opinion. C'est une autre décision qui a été prise par Sébastien Coe, le président de la Fédération internationale d'athlétisme, qui, à tout moment, à tous les athlètes. À l'opposé, vous avez le président issu d'un des pays arabo-musulmans qui est à la tête de la Fédération internationale de natation, qui a interdit toute prise de parole à tout moment à tous les athlètes. Vous voyez, le spectre est extrêmement large et le CIO voilà, se situe voilà, dans une tendance progressiste, mais il n'est pas encore arrivé au bout du chemin. Voilà. Et le sport pour tous, le mouvement du sport pour tous, c'est un mouvement
bottom-up qui surgit depuis les clubs, qui est écrasé par l'autorité descendante du CIO, top-down. Et c'est difficile de se liguer, de se coordonner. La force du CIO, c'est que c'est une toute petite institution de 106 membres avec 1000 salariés derrière eux pour fabriquer les contrats en fait de commerce, hein, et fabriquer une stratégie. Et en face, vous avez des clubs populaires, hein, qui animent le sport pour tous, mais qui ne sont pas coordonnés ni à l'échelle nationale, très souvent, ni à l'échelle internationale, parce qu'ils sont pris au piège des fédérations. Euh, il manque un mouvement omnisport européen et mondial qui permettrait de fédérer les clubs. Aujourd'hui, on a les moyens de transport et d'acheminement de l'information qui permettraient de coordonner l'action des clubs omnisports qui ne relèvent, eux, pas strictement d'une fédération. Parce que quand vous êtes un simple club de football, vous êtes pris au piège de votre fédération nationale de football et de la fédération internationale. Je pense que la seule solution pour le sport pour tous, c'est de développer les clubs omnisports et de les organiser de manière fédérée aux échelles nationales, européennes et mondiales pour être un moyen de pression. Parce que du côté des athlètes, c'est plus difficile pour eux. Ils pourraient avoir un rôle social, mais ils sont pris dans des logiques de professionnalisation, de pression des sponsors. Et quand ils se liguent, quand ils s'organisent, c'est sous la forme de syndicats professionnels. On le voit en tennis, en golf, et c'est en train de se développer dans tous les secteurs du sport professionnel. Les athlètes ont du mal à prendre une parole publique. Donc, la dynamique, elle ne peut venir que du mouvement multisportif, de mon point de vue.